Bon, je m'excuse un petit peu pour les coupures dans mon discours avec ce genre de vidéos, mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal de choses à dire et que forcément je suis obligée d'arrêter à un moment donné. Et donc, du coup, on était resté au fait que bah, tendanciellement, on aurait l'impression qu'il s'agisse d'une peinture, mais il y a cette ambiguïté. Donc, en fait, René Magritte, il nous met souvent dans cet inconfort de ne pas savoir tout à fait qu'est-ce qu'on regarde. Et bien sûr, en fait, c'est une peinture qui représente une peinture, d'accord? Donc, on est dans cette sorte de mise en abîme. Alors, de plus, il aime, c'est quelque chose qui est repris aussi par Salvador Dali, il aime souvent représenter des objets qui, par exemple ici, cet instrument de musique qui prend feu, alors que c'est un objet métallique qui, a priori, n'est pas censé prendre feu, d'accord? Donc, des sortes de contradictions aussi entre les matières, transformation de matière, objets qui peuvent prendre feu aussi, donc aussi ce caillou qui semble dans cette plage assez improbable. Alors, je vous en montre un autre qui fonctionne un petit peu sur les mêmes principes. Donc ici, c'est les promenades d'Euclide. Donc bien sûr, les titres sont toujours assez importants. Je refais un pas en arrière. Donc ici, c'était La Belle captive ou La Belle prisonnière. C'est un tableau assez tardif, on est 1947. Donc là aussi, qui est la prisonnière? Est-ce que la prisonnière, finalement, c'est la toile, l'image, la peinture? C'est à nous d'interpréter un petit peu. Ça laisse beaucoup de solutions possibles, évidemment. Donc ici, je vous disais, c'est les promenades d'Euclide, donc il fait référence à Euclide, est-ce qu'il fait référence à un aspect mathématique? Alors là, nous sommes face à nouveau à un tableau dans le tableau, ici renforcé par le fait que le tableau est face à une fenêtre. Donc on peut reconnaître que ici c'est une toile parce qu'on voit les bords, et ici on voit, vous ne le voyez pas trop dans l'image, mais il y a une ligne ici également qui nous identifie un petit peu le périmètre quand même de la toile, qui en détermine la fin, parce qu'ici on n'a pas de cadre, d'accord, autrement, donc on a vraiment une continuité. Si on n'avait pas ces bords, on ne pourrait pas savoir si ce qu'on observait, c'était finalement juste ce qu'on voit à travers la fenêtre et que le chevalet, il était vide, d'accord? Et ça pourrait même être un élément qui faisait partie de la fenêtre, d'accord? Et donc, il joue sur cette ambiguïté. Alors, pourquoi c'est important la fenêtre? En fait, la fenêtre, depuis toujours, dans l'histoire de la peinture, parle de l'histoire de la peinture, parce que finalement, le tableau n'est rien d'autre qu'une fenêtre sur un autre monde, sur une représentation. Et dans l'histoire un petit peu de la perspective de Léon Baptiste Alberti, etc., depuis la naissance vraiment de la perspective, on fait référence à la fenêtre comme en faisant l'association entre la peinture et la représentation de ce que l'on voit à travers une fenêtre. Donc l'effet de représenter une fenêtre et un tableau ne peut qu'être une référence vraiment à l'histoire de la peinture, à l'histoire du médium. Donc son discours est vraiment métapictural. Alors ici plus précisément, nous voyons représenter les paysages qui semblent être la continuité du paysage que l'on voit à l'extérieur. Et l'on voit donc cette sorte d'architecture avec un toit qui est quand même un peu improbable, avec cette forme conique. Et à côté, on voit cette roue en perspective qui répète un petit peu la même forme de ce tour, d'accord? Donc là aussi, même question que pour le tableau précédent. Est-ce qu'il s'agit de l'image qu'il y a à l'arrière? Est-ce que cette partie-là est complètement inventée? Est-ce que, en fait, la question, on est tout simplement, même ce tableau, il est à l'intérieur d'une image, ce n'est pas une fenêtre, c'est un tableau dans le tableau. D'accord? Donc on reste toujours dans cette ambiguïté avec lui. Donc si on veut un petit peu résumer les choses que nous avons dit par rapport à son travail. Ah oui, excusez-moi, bien sûr, je devais encore vous parler de ce tableau. Donc, cette fameuse Ceci n'est pas une pipe résume un petit peu son rapport à l'image et l'importance que ça prend quand même les textes et la représentation. Donc ici, nous sommes face à la représentation d'une pipe réalisée de façon assez hyper-réaliste. Donc on a cet objet et en-dessous, il nous dit Ceci n'est pas une pipe. Alors bien sûr, la réaction en général juste quand même, c'est de dire oui, bien sûr, ce n'est pas une pipe puisque c'est un tableau, puisque c'est une représentation. Nous ne sommes pas en mesure d'attraper cette pipe, de fumer, de l'utiliser. Ce n'est pas un objet, c'est une image. Donc c'est bien sûr ça qu'il est en train de nous dire. En plus, le vrai titre du tableau, ce n'est pas ceci n'est pas une pipe, mais c'est la trahison des images. Donc il est déjà en train de nous dire, faites attention, ce n'est pas un objet, ce n'est pas ce que l'on voit. Ce que l'on voit représenter sur surface bidimensionnelle ne peut pas être l'objet. Après, on peut faire tout un discours. Il y a beaucoup d'historiens de l'art qui se sont penchés sur l'analyse des tableaux de Magritte à travers aussi les textes qu'il a rédigés.
On pourrait aussi expliquer ça d'un point de vue plutôt sémiologique sur un discours sur les négations du texte verbal, parce qu'en effet, une image, c'est quelque chose que nous ne sommes pas en mesure de nier, alors qu'avec un texte, nous avons évidemment la façon de pouvoir nier une phrase en disant ceci n'est pas quelque chose. Alors qu'avec une image, soit on ne la représente pas, mais du coup on ne sait pas qu'on nie cette image-là, soit on pourrait faire quoi, une sorte de signalétique qui en quelque sorte barre l'image, mais ça reste plutôt un symbole. Il n'y a rien objectivement qui peut nous permettre de formuler une négation sur une image. Mais bon, ça rentrer maintenant trop dans les détails techniques de ce discours qui est quand même assez complexe. Je vous montre un petit peu. Donc, René Magritte a publié un ouvrage qui s'appelle les mots et les images. Et ici, c'est juste une partie de toute une affiche qui existe avec plusieurs de ces définitions. Et donc ici, par exemple, il nous dit un objet ne tient pas tellement à son nom qu'on ne puisse lui en trouver un autre qui lui convient mieux. Donc ici, c'est une feuille, les canons. Il remet en discussion tout, d'accord, dans cette structuration du langage. Il y a des objets qui se passent de noms. Un mot ne sert parfois qu'à désigner soi-même. Par exemple, ciel, ici. Une image peut prendre la place d'un mot dans une proposition. Les est caché par les nuages. Donc, on devine que ça, c'est le soleil, d'accord? Un objet fait supposer qu'il y en a d'autres derrière lui. Donc, c'est la fameuse histoire que je vous ai expliquée. Donc, on a le tableau, on voit la représentation de ce qui est supposé être derrière. On ne sait pas si c'est vraiment ce qui est derrière. Lorsque on met un voile sur la tête d'un personnage, c'est aussi pouvoir supposer qu'il y a quelque chose en dessous. C'est un peu le même raisonnement. Puis il nous dit tout le temps à faire penser qu'il y a peu de relations entre un objet et ce qui le représente. L'objet réel, objet représenté. Qu'il y a peu de relations entre un objet et ce qui le représente. La pipe, la représentation de la pipe. Alors ici c'est drôle parce que forcément les deux, objets réels, objets représentés, sont tous les deux des représentations bien sûr. Alors, si on veut résumer un petit peu les caractéristiques de la peinture de Magritte, en tout cas celles que nous avons vues ici, nous pouvons dire que nous avons un retour à l'ordre, c'est-à-dire que par rapport aux avant-gardes et aux recherches aussi qu'on a vues chez les surréalistes comme Max Ernst, ici on revient quand même à une technique assez traditionnelle des huiles sur toile figuratives avec une utilisation de la perspective, une certaine maîtrise technique. On a l'usage du texte en relation aux images, donc comme le cas ici de « ceci n'est pas une pipe ». On a l'utilisation des citations et des détournements de l'image, comme nous avons vu pour la citation à Jacques-Louis David, ces détournements d'une image de l'histoire de l'art déjà existante. Et nous avons un discours métapictural, c'est-à-dire un discours de la peinture qui parle d'elle-même. Ça va? J'espère que ça vous fera un petit résumé des caractéristiques que nous avons vues ensemble sur René Magritte. Maintenant, nous allons nous attaquer à un autre personnage qui est celui qui est Salvador Dali, dont tout le monde peut-être a déjà entendu parler aussi parce que Salvador Dali, finalement, comme vous le voyez, il est un peu plus jeune par rapport aux autres artistes de la même génération. Ici, on est en 1904, il meurt en 1989, donc il a quand même traversé pas mal de choses. Alors, c'est un personnage qui représente un petit peu les personnages de l'artiste star qu'on peut identifier aujourd'hui, par exemple, dans l'art contemporain chez certains artistes. Au point qu'André Breton l'avait surnommé Avida Dollars en faisant un anagramme de son nom pour pouvoir se moquer un petit peu de lui parce qu'il avait très bien compris que Dali cherchait quand même à faire bien son argent, à bien vendre ses tableaux. D'accord? C'était un petit peu un petit malin. C'était aussi quelqu'un qui faisait voilà, du spectacle, vous le voyez très bien dans ce genre de photographie où il est représenté. Alors Dali s'occupe de créer sa propre technique surréaliste qu'il appelle paranoïa critique, qui s'agirait d'une méthode spontanée de connaissance irrationnelle basée sur l'objectivisation critique et systématique des associations et d'interprétations délirantes. Alors, je vous avoue que cette paranoïa critique, c'est très très compliqué à comprendre exactement où il veut en venir avec cette technique. Mais en gros, on s'inscrit tout à fait dans cette idée des processus définis par André Breton, des associations libres dictées, libres de la pensée qui ne soient pas influencées par des choses d'ordre moral, sociétal, etc.
Et en fait, il laisse libre cours à ces associations libres et pour pouvoir d'interprétations délirantes qui ensuite vont être analysées avec une sorte d'esprit critique, un petit peu comme si on pouvait revenir avec un esprit critique sur un rêve sur un rêve qu'on a refait. Excusez-moi. Et les résultats, ce sont des tableaux comme celui-ci. Donc, c'est un tableau assertif quand même de 1944 qui nous dit rêve causé par le vol d'une abeille autour d'une grenade une seconde avant l'éveil. Le vol d'une abeille autour d'une grenade. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous avons la grenade ici, la grenade là, l'abeille. Donc, cette image, ça serait une sorte d'image onirique de ce qu'il était, par exemple, en train de rêver, et il était réveillé par le vol donc de cet insecte. On sait bien d'ailleurs que c'est au moment juste avant l'éveil en général qu'on se souvient un petit peu de ce que l'on a rêvé, et le rêve permet de faire toutes ces associations. Alors, si maintenant on observe les tableaux d'un point de vue technique, vous voyez bien que c'est un tableau qui est aussi assez académique en termes de technique, dans le sens c'est à nouveau peinture d'huile sur toile. En général, c'est des petits formats chez lui, avec un travail assez précis au niveau de construction. Par exemple, on a cette noue féminin qui est finalement structurée d'une façon assez classique. Les nœuds féminins ici, à nouveau, représentent toujours un petit peu le désir sexuel. Et on a tout cet enchaînement d'images, d'embriquements improbables entre une grenade, un poisson, des tigres, les flingues, l'abeille fameuse, et des contrapositions d'images comme par exemple l'éléphant qui se tient sur ses pattes très très fines par rapport au poids qu'on pourrait s'imaginer avoir un éléphant. Donc il a comme des pattes de moustiques, d'accord? Souvent les temps, c'est un temps un petit peu arrêté chez Salvador Dali. En suspens, vous voyez, la mer est plate, les ombres portées sont à l'arrêt, tout est suspendu, même le corps de cette femme ne semblait pas tout à fait appuyé sur ces rochers. Et il y a aussi une association de couleurs, quelque chose qui est assez esthétisant, qui est assez plaisant. En général, par exemple, mes élèves les plus jeunes, quand ils voient l'œuvre de Magritte et Salvador Dali, ils préfèrent quasi tous Salvador Dali, à la fois par sa technicité et à la fois aussi parce qu'il y a un jeu de contraste de couleurs qui est quand même assez esthétisant par rapport au travail de René Magritte qui a une palette aussi de couleurs un petit peu plus neutres et plus froides détachées, on va dire, par rapport au plaisir esthétique. Alors, Salvador Dali, moi, la chose que je trouve la plus intéressante, c'est vraiment son développement par rapport à la technique des peintures qu'il utilise et un travail sur les transformations de la forme. Donc ici, par exemple, on a apparition d'un visage d'un compotier sur une plage. Et donc, c'est toute une série de métamorphoses et d'embriquements d'objets les uns dans les autres. Donc, vous voyez très bien les visages, j'imagine, qui apparaît ici. Compotier, donc on voit qu'effectivement ça peut se transformer dans un vase en jouant un petit peu aussi avec la théorie psychologique des associations de formes. Mais ensuite, on peut reconnaître d'autres formes dans cette sorte de paysage. Est-ce que ça c'est une table? Est-ce que ça du coup c'était le compotier et la table? Ici, cette sorte de montagne, et finalement ça va composer la figure d'un chien. On a plein de petits personnages. Et donc en fait finalement il y a un travail métamorphosique, si on peut dire ça, de métamorphose où tout se transforme en quelque chose, où on est amené dans cet automatisme, dans quelque chose qui est une substance un petit peu liquide, qui peut s'associer à ce qui se passe dans les rêves, d'accord? Puisque dans les rêves, en général, on peut voir les choses se transformer d'une chose dans l'autre, d'accord?